Hey, bienvenue à tous dans cette première épisode, pas vraiment, vu que c'était une ancienne rubrique qui était liée et dédiée au podcast Otaku, qui était la rubrique Kamehameha, comme vous pouvez voir là, le magnifique Goku qui lance un Kamehameha rouge, ça veut rien dire. Enfin bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne et qui débarqueront dessus, ce concept est tout simple. Il consiste juste à vous faire part, à vous, auditeurs, de mon actualité manga et à vous partager mes lectures ou mes visionnages du moment. Et vu que c'est une émission qui va être maintenant dédiée seulement à ça et qui est un peu faite au pif, on va pas se mentir, et ben j'ai décidé de élargir un peu les sujets de discussion. Et donc aujourd'hui on va parler à chaque fois maintenant de cette rubrique qui sera, je ne sais pas, mensuelle ou au hasard, on verra bien. Et bien j'ai décidé de vous parler de deux animés, deux mangas, de deux films, de deux séries, de deux comics et de deux albums de musique. Voilà, on va toucher à peu près au plus de genres possible, au plus de choses. Vraiment élargir ça à la pop culture plus que rester bloqué sur le manga, parce qu'à un moment c'est fatigant et que c'est barbant quoi, de toujours le voir parler de la même chose, manga, sachant qu'on regarde énormément beaucoup de choses. Et donc voilà. Donc vous aurez prévenu, le ton de l'émission ne changera pas, c'est tout aussi détente que sur le compte Otaku. Bon, cette fois-ci je suis solo, mais des fois on pourra avoir Wiper ou Shiloi et on verra bien. En tout cas, attendez-vous pas à une émission sérieuse. On est sur le coin Otaku quand même, bordel de merde. Faut s'attendre à quelque chose de très fait au pif. On va pouvoir démarrer avec... qu'est-ce que je vous ai mis en premier déjà? Ah oui. Alors, donc le premier animé dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Dragon Ball Z Battle of God. Donc ouais, DBZ Battle of God qui est sorti il y a 2 ans maintenant, je crois. Il est sorti en 2013 ou fin 2012, je sais plus, de toute façon on s'en fiche. Et qui était un peu le retour de DBZ sur le devant de la scène, donc au cinéma, sur le grand écran, et fait par, géré entre guillemets par Toriyama, et en essayant de recréer une mythologie et d'élargir l'univers de Dragon Ball. Donc ce nouveau film a apporté pas mal de choses. Je l'avais vu une première fois à sa sortie, donc il y a 2 ans. Et vu qu'il va y avoir la nouvelle série, donc vous êtes tous au courant, Dragon Ball Super, le manga, et le film Fukatsu no F, là, la résurrection de Freezer, qui arrive aussi, je me suis dit, avec tout ça, faudrait que je me rafraîchisse la mémoire avec toutes les mises à jour, comme j'aime le dire, qu'il y a eu sur Dragon Ball Z. Donc je me suis dit, tiens, je vais me refaire Battle of Gods, parce qu'il m'avait pas non plus laissé une impression de fou la première fois, même si je l'avais pas trouvé non plus pourri. Et donc je me suis refait, et en recherchant un torrent, oulala le mal, donc ouais, en cherchant un truc assez pas très légal pour télécharger le film, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y avait eu une version longue en fait de ce film, une version longue qui comblait les trous, si je puis dire, de la version cut qu'on avait pu voir au cinéma ou la première version sortie ici en France. Et donc, que penser de Dragon Ball Battle of Gods après ce second visionnage? Et ben, franchement, ça fait le taf. Ça fait totalement le taf. J'ai envie de dire que c'est même mieux. C'est peut-être dû à la version extended, la extended version, la version donc
Uncut, qui Uncut Booba, voilà, vous aurez compris les pubs qu'on fait, on est payé bien sûr. Je me perds un peu. Enfin bref, donc ouais, beaucoup mieux la deuxième fois, Battle of Gods. L'univers étendu qui essaye d'instaurer Akira Toriyama est intéressant. Les nouveaux personnages qu'il a apportés, enfin Bills et Wills, autant la première fois je les aimais bien, mais voilà. Autant la deuxième fois quand j'étais vraiment concentré, posé, et j'étais là en mode détente en train de regarder le film, ils m'ont vraiment fait marrer, mais genre sincèrement. Et les personnages, je les kiffe quoi, je veux vraiment les revoir, je suis très content de les revoir dans la nouvelle série animée qui arrive, Dragon Ball Super d'ailleurs. Franchement, c'est des super personnages, ils sont de la déconne, genre il n'y a pas... Genre, j'ai halluciné à quel point il n'y avait pas une phrase ou un dialogue qui pouvait sortir, les deux persos. Et à chaque fois, si c'était pas une punchline ou à chaque fois un truc qui allait faire marrer, tu vois. Tout le temps, bim bim bim, et c'est toujours super bien foutu, super bien fait. Donc ouais, Bills et Will, c'est des bonnes nouveautés. Mais qu'est-ce qui est alors pour le coup qu'est-ce qui reste des anciennes choses? Est-ce que Battle of Gods a trahi les codes de Dragon Ball? Est-ce qu'il a ridiculisé certains personnages? Oui, Vegeta a dansé, oulala. Et ben je trouve pas en fait. Je trouve que ce qu'ils essaient de faire avec les films, c'est justement de faire évoluer. Donc bon, n'ayons pas peur des mots, hein, psychologiquement, avec des guillemets, les personnages de Dragon Ball Z, c'est-à-dire les faire encore plus évoluer qu'ils ne l'ont fait durant les 42 tomes de la série et les plusieurs centaines d'épisodes. Dû à cela, en fait, c'est avec la deuxième visionnage que je me suis rendu compte c'est que la danse de Vegeta, c'était pas quelque chose mis au pif juste pour avoir une scène d'humour, quoi. C'était vraiment quelque chose fait pour pouvoir faire comprendre aux téléspectateurs que maintenant, voilà, Vegeta, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour sa famille et qui est même prêt à mettre sa fierté de côté pour pouvoir sauver la Terre. Et il y a un truc qui m'a marqué, que je n'avais pas remarqué lors du premier visionnage, c'était en plein milieu du combat Goku contre Bilsu. Goku et Bilsu s'arrêtent pour parler de Vegeta. Et Bilsu lui dit à Goku, ou une connerie comme ça, ou l'inverse, il lui dit, genre, t'as vu ce que le prince Vegeta a fait? Genre, il a mis sa fierté de côté pour que je ne détruise pas la Terre. Et Goku, il a fait, ouais, je l'ai vu et tout, je l'ai vu, tu vois. Tu vois, ouais, parce que je m'adresse à toi directement. Et du coup, Bilsu lui dit, ah, c'est donc parce que t'as vu Vegeta mettre sa fierté de côté pour sauver la Terre que tu as accepté de devenir le Super Saiyan God. Et Goku, il a dit, et c'est exactement ça. Donc en fait, Goku, on apprend à partir de là déjà deux choses, que Vegeta a évolué et qu'il est prêt à mettre sa fierté de côté pour les bonnes choses maintenant. Et que Goku, lui aussi, évolue et s'inspire de Vegeta en fond. Par rapport aux choses, et on apprend surtout que Goku, lui, n'aime pas recevoir l'aide de ses alliés quand il se bat contre un ennemi. Bon, ça à la rigueur, c'était assez, on le savait déjà, hein, c'est pas comme si on le savait pas, même si le film de Broly pouvait laisser penser le contraire, quoi. Genre il en avait rien à foutre qu'il se battait. Et puis aussi l'arc-bout, pardon. L'arc-bout, il s'en branle de recevoir l'énergie des autres, ou bien même le Genki Dama, qui est sa technique ultime, il pompe l'énergie des gens. Donc ouais, on voit que Goku il aime pas ça, et que le Super Saiyan God, si il avait pas vu Vegeta faire ce sacrifice entre guillemets, il n'aurait jamais accepté de devenir le Super Saiyan God. Et donc ça, j'ai trouvé ça cool, et c'est ce genre de petits détails assez sympas que tu remarques pas forcément quand tu regardes ça pour la première fois. Et puis voilà, mais sinon, mis à part ça, la chose qui aurait pu être décevant lors du premier visionnage du film, c'est qu'on s'attendait à un film DBZ, donc un film avec des... Genre, donc beaucoup de tapes, beaucoup d'explosions, alors qu'on s'est plus retrouvé à quelque chose de plus proche de Dragon Ball que de Dragon Ball Z. Et ça a désorienté pas mal de monde, dont moi.
Sachant vu les premiers aussi trailers, on pouvait s'attendre quand même à quelque chose de dantesque, proche de, je sais pas, une bataille à la fin de Majin Buu ou Cell. Et finalement, c'était 80% de déconnade, 20% de sérieux, et dans les 20%, il y avait 5% de développement du nouvel univers qu'essaye d'instaurer Toriyama à Dragon Ball. Et qui est très intéressant maintenant, parce qu'on apprend qu'il y a 12 univers différents, que dans ces 12 univers, il y a des versions alternatives des dieux de la destruction, donc il y a 12 dieux de la destruction, plus un maître chacun, donc il y a des Wills dans d'autres univers aussi. Enfin bref, ça donnait des possibilités quasiment infinies à Dragon Ball maintenant, et on va pouvoir développer tout ça dans la série Dragon Ball Super, maintenant vu qu'il y aura plus d'une centaine d'épisodes. Et donc voilà. Et donc ouais, le film est plus proche de Dragon Ball, donc c'est beaucoup de déconnades, et c'est vrai que le film, à ce niveau-là, il est juste excellent. Il fait vraiment rire. Que tu sois adepte de Dragon Ball ou pas, il y a des gags marrants, c'est débile, les personnages sont toujours aussi cons, Trunks et Goten sont toujours aussi géniaux, enfin c'était d'ailleurs les personnages les plus géniaux que Toriyama ait pu créer dans l'arc bout, avec Gotenks forcément, qui est l'apothéose même, la quintessence de la connerie de Toriyama. Voilà, enfin c'était super drôle quoi, en gros, Battle of Gods. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça fait le taf, ça fait totalement le taf. Et bah voilà. Donc ouais, Battle of Gods, avec du recul, c'est franchement une superbe réalisation. Son gros point faible reste l'animation à certains moments qui est exécrable, qui n'est pas digne d'un long métrage non seulement, et qui n'est pas digne d'une production d'une entreprise telle que la Toei, qui je pense ça va, c'est pas non plus le producteur avec le moins d'oseille du Japon, donc à un moment voilà, surtout que t'as une série comme Dragon Ball qui a été ultra rentable, il y a des scènes à un moment c'est inadmissible. Je pense notamment à la scène quand Bitsu et Goku se tapent et qu'ils sont dans les montagnes rocheuses là. Donc à peu près l'endroit où Vegeta et Goku sont battus dans la première fois. Genre ce moment là il est fait carrément en cinématique de jeu vidéo. Donc c'est assez bon voilà. Pas très beau. Sinon dans le film, coup de cœur quand même pour coup de cœur pour j'allais dire un coup de cœur pour Krillin, mais c'est plus dans Fukatsu no F. C'est ouais, parce que j'ai déjà vu Fukatsu no F. Ouais, non, coup de cœur pour Vegeta. Coup de cœur pour Vegeta, parce qu'il a été, malgré ce qu'on pense, énormément mis en avant dans ce film, autant que Goku. Et j'ai vachement aimé la façon dont le perso a été manié, donc c'est vachement cool. Mais sinon, le vrai coup de cœur, ça serait plus Bills et Wills, qui sont vraiment des nouveautés hyper rafraîchissantes et hyper cool qu'on a pu voir dans DBZ. Et bien sûr, le moment qui m'a fait le plus marrer du film, je pense que c'est Gohan bourré, qui était à deux doigts de tuer sa femme et son enfant. C'est dans un certain sens de lecture, c'est assez grave quand même. Je pense qu'il y avait de l'idée derrière ça, que l'alcool peut faire des choses très mauvaises si on ne fait pas attention. Bon, enfin bref, je vais peut-être trop loin. Mais en tout cas, ouais, franchement, Battle of Gods, très très bon film, avec pas mal de qualité et super divertissant. Mais ça, c'est vraiment un film tout public que tout le monde pourrait apprécier et passer un bon moment devant. Donc plutôt un bon film, et quelques faiblesses sur la réalisation, mais sinon les persos et tout ça c'est assez nickel. On va passer sur le deuxième animé, alors je ne sais même plus. Ah oui, Code Geass. Ah oui, Code Geass. Ah là, Code Geass. Alors, longue histoire. Code Geass, c'était à la base une recommandation d'un abonné, donc sur une demande Tipeee, donc je devais en faire 10 bonnes raisons. Puis après, je me suis dit, 10 bonnes raisons, ça va pas être un format adapté avec ce que je veux faire de Code Geass. Donc je me dis que je vais en faire une vidéo spéciale critique. Puis je me suis dit qu'il y avait énormément de choses et que j'avais trop de trucs sur le feu, j'avais pas non plus le temps et que j'avais un peu la flemme. Donc j'ai laissé ça mariner, comme le ragoût. Et finalement ça s'est jamais sorti et on se retrouve là. Donc dans la rubrique MMA à devoir parler de Code Geass. Donc je vais pouvoir en faire d'une pierre deux coups et vous raconter un peu ma petite épopée avec ce manga.
avec cet animé, pardon. Ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Et ouais, du coup, ouais, bah Code Geass, qui est un anime sur lequel j'avais énormément de préjugés avant de le regarder, que j'essayais d'esquiver ce jour fatidique comme pas permis, genre ouais, Karadizan ça me dit rien, ouais l'histoire ça me dit rien, ouais le louche a l'air d'être un Sasuke émo, je suis trop un rebelle, voilà, nanana, donc ça me plaît pas, c'est pas moi, je suis pas le genre de public, nanana, nanana. Puis il y a eu l'argent d'un mec de Tipeee et j'ai été obligé de regarder. Et comme j'ai qu'une parole, j'ai regardé les 2 saisons. Et grosse surprise. Et ben j'ai bien aimé. Donc ça m'a surpris. Ce n'était pas pour me déplaire, vu que voilà, comment ne pas être content de ne pas aimer un truc. Voilà, enfin, je suis pas. C'est des gens assez malhonnêtes qui, tellement ils ont vendu leur mère sur un sujet, genre ils ont dit que c'était pourri, ils regardent, ils se rendent compte que c'est bien, ils vont continuer à dire que c'est pourri. Non, j'ai regardé, j'ai vu que c'est bien, bon bah finalement c'est pas si mal. Mais par contre, justement, ça ne va pas plus loin que ça, c'est que c'est bien quoi, c'est pas si mal. Mais jamais c'est un chef-d'œuvre, jamais c'est. L'anime de la décennie, jamais il y a eu des trucs époustouflants, jamais c'est quelque chose qui a apporté un truc à l'industrie de l'animation qui n'avait jamais été fait avant, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est un super bon divertissement, peut-être un poil au-dessus de la moyenne de ce qui se faisait à cette époque-là. Mais en même temps, l'industrie de l'animation japonaise, c'est un truc en constante dégradation, donc il suffit de faire un truc juste, et tout de suite on le voit comme un truc de fou, tellement les trucs justes, c'est devenu de plus en plus rare. Si vous me suivez. Et donc, ouais, il y a énormément de défauts, de petites incohérences, de facilité scénaristique. Dès l'épisode 1, par exemple, il y a un moment... quand le rebelle se fait exploser à côté de... Quand il y a l'armée, là, ils ont arrêté les rebelles, donc il y avait le frère de la meuf avec les cheveux rouges, là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Raina, c'est bref. Le bras droit de Lelouch, presque. La meuf avec les cheveux rouges, là, et le bandeau. Son frère, il s'est fait sauter, et il y avait Lelouch et Sitsu juste à côté. Sauf qu'il y a eu un switch, il y a eu un cutscene. Et ensuite, il y a une autre scène où on voit autre chose, et la scène d'après, c'est dès l'épisode 1, normalement ça devrait vous parler quelque chose, la scène d'après on voit le louche monter les escaliers genre normal, genre en fait, on sait pas ce qui s'est passé entre l'explosion où le louche était à proximité, donc il aurait dû se prendre l'explosion, et on voit le louche s'en sortir, donc on nous a pas expliqué ça dès l'épisode 1. Ensuite, le louche, inconsciemment il sait comment utiliser le Geass dès qu'il le reçoit. Ensuite, il y a la meuf là, la métisse là, la noire là. Dès l'épisode 1, je crois que c'est l'épisode 1 au début de l'épisode 2, la noire, elle voit le louche debout à côté de tous les cadavres, elle le braque, hein, normal, t'es debout à côté des cadavres, t'es forcément un suspect, ouais, t'es qui toi, nanana, il lui dit, ouais, je suis un lycéen, tout ça, elle lui dit, monte ta carte d'identité, et genre, elle lui dit, genre, ouais, une connerie, genre, ouais, vas-y, viens la voir, tu vois. Et genre, le premier réflexe de la meuf, c'est de descendre de son gros robot, parce qu'elle était dans un robot où elle avait une caméra du futur, où elle pouvait zoomer, et elle sort de son robot, et elle va le voir de tout près pour voir sa carte d'identité. Alors qu'elle avait juste à dire, sors ta carte d'identité, mon gars, et laisse-moi zoomer avec ma caméra, et comme ça, il n'y a pas d'embrouille, ton Geass, il me passera pas dessus. Mais forcément, pour les biens du scénario, elle est sortie de son Geass, comment on appelle les robots dedans, je m'en branle. Elle est sortie de son robot et elle s'est fait prendre sous l'emprise du Geass, et voilà, les patati patata. Et ça peut paraître pour du chipotage, mais dans tout l'animé, il y a des petits trucs comme ça, et qui s'accumulent, et à force, ça fait beaucoup. Là, en tête, j'aurais quoi ? J'ai le moment où le louche, dans la saison 2, ça pour le coup, c'est quand le louche... Il prévoit un plan pour hypnotiser un des
des commandants de l'armée de je crois que c'est Cornelia qu'elle s'appelle. C'était la chef des combattantes dans la famille de Britannia, dans la famille qui gérait Britannia, enfin les Britannia, la meuf badass de Britannia, quoi, la Asuka de Britannia. Je pense que vous devrez voir c'est qui. La Asuka de Britannia, elle avait un bras droit parmi les mecs qui la suivaient, et bah lui il avait des lunettes et bref il s'est fait prendre le louche. Il a fait un plan bizarre où il lui a dit ouais, quand je toucherai mon col, je me transformerai en ton maître et tu me verras te donner des ordres, nanana. Sauf qu'à un moment, pour faire ça, le louche il le fait d'une manière qui est pas possible, et finalement il le fait d'une autre manière. En fait, une fois il le fait, il se touche le col, donc le mec il voit le louche se toucher le col, donc il le voit se transformer en son maître, et il lui donne un ordre, sauf que c'est un ordre automatique. Et la deuxième fois, le louche dit un ordre à haute voix. Enfin, c'est super complexe, surtout si vous n'avez pas vu Code Geass, ça doit vous saouler. Mais je vais rester dans la généralité et éviter de trop aller dans les trucs profonds. Le plus gros défaut de l'animé, c'est les personnages mal écrits. En fait, t'as l'impression que l'infinité de personnages secondaires qui auraient pu être intéressants, notamment le seul mec qui avait résisté à Britannia, là, le boss des Japonais, là, de l'armée japonaise, je sais plus comment il s'appelle. Ben bref, toute cette infinité de personnages secondaires, il ne sert que de faire valoir à le louche. T'as l'impression que les mecs, ils n'ont pas de cerveau, qu'ils sont c'est des débiles mentaux, et que forcément, il suffit de un mec a des bonnes idées, et il passe tout de suite pour un génie du siècle. Le louche, c'est ça, hein. C'est un mec entouré de bons à rien, qui est juste un peu plus malin que la moyenne, et ben du coup, on le prend pour un maître Sama des plans diaboliques, il est trop loin, zéro, t'es mon dieu, mon gars. Enfin voilà. Forcément, si à côté il n'y a que des ânes en comparaison, bah la comparaison est beaucoup plus facile. Et du coup, c'est ça que j'ai énormément de mal à. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de mal quand même avec la série. Même si je l'ai bien aimé parce que l'intrigue et l'histoire étaient intéressantes, c'est que le louche est un personnage que je n'aime pas, et qui est le personnage le plus mis en avant avec Suzaku. Et heureusement que j'aime Suzaku. Oui, j'aime bien Suzaku. Oui, je suis l'un des seuls au monde. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime bien Suzaku. Et ça m'a fait regarder, continuer la série. Mais ouais, donc du coup, si t'aimes pas le louche dans Code Geass, ni trop Suzaku, mec... pour vraiment enchaîner les épisodes et bien kiffer, ça va être difficile. C'est ça le problème. C'est que les autres sont trop... Voilà, servent trop de faire valoir et ne bénéficient pas du même... c'est pas possible qu'ils bénéficient du même traitement que le louche, vu que le louche c'est le personnage principal, mais au moins un traitement assez valorisant. C'est ça. Là, t'as l'impression qu'ils réfléchissent... genre 2 épisodes sur les 52. C'est assez dramatique. Et donc c'est ça le plus gros défaut de la série, c'est les personnages secondaires qui ne sont absolument pas là. Et pas mal de facilité scénaristique pour donner, justement pour aider le louche, entre guillemets. Je parle pas non plus du mec qui était l'ennemi juré de le louche a détruit sa vie. Il l'a transformé en cyborg Tao Pai Pai, mais le mec se rend compte que c'était le fils d'une meuf qui l'a aidé il y a 1000 ans, et il décide de devenir son esclave. Enfin bref, pas mal de facilités scénaristiques, ou pas mal de trucs pas trop expliqués, où ils auraient pu prendre le temps, parce qu'il y a 52 épisodes quand même, et il y a un épisode où il passe son temps à chercher, à poursuivre un chat pour son casque. Donc tu peux prendre cet épisode-là, tu le vires, et tu mets un épisode de développement de personnages secondaires. Donc ouais, ne dites pas qu'ils avaient pas le temps et tout, donc voilà. Donc Code Geass, une série bien, qui divertit bien, l'animation est exemplaire, de bout en bout, c'est violent, le chara design, là pour le coup on peut rien faire, c'est au goût, on accroche ou pas, en tout
cas, on peut accrocher si on se donne l'envie et la patience. Et voilà. Donc le louche. Ouais, c'est un peu le louche, hein, c'est pas Code Geass la série, c'est le louche. Le louche, bonne série. Qui on peut penser est trop longue, 52 épisodes, mais ça s'enchaîne très rapidement. J'ai passé quand même du bon temps devant. Il y avait des moments sympas hein, avec le louche, je vais pas non plus mentir. Notamment le moment où il se remet en question quand il se rend compte que tout ce qu'il fait dépasse juste lui, son petit ego et sa sœur, et qu'il a trop foutu la merde pour pouvoir abandonner maintenant. Je crois que c'est quand il pensait que Nala était morte, ou je sais plus. Bref, c'était un moment très touchant, très bien fait. Et voilà. Gros manque d'antagonistes aussi dans cette série. Le boss de Britannia, bon, il est juste là. Et il n'y a que le frère de Lelouch, là, le blond, là, Sneasel, ou je sais plus quoi, à la fin, là, le blond, qui pouvait laisser espérer qu'il y avait un petit aspect d'un bon antagoniste, mais il a pas fait long feu. Il s'est salement fait baiser, en plus, comme une merde, d'une façon improbable. Le préenregistrement, mon cul, mes fesses, ça c'est... Tu vas jamais me faire gober ça, mon gars. Enfin bref. Donc, ouais, pas mal de petits défauts, beaucoup de facilité scénaristique, je me répète, mais voilà, faut bien retenir ça. Donc, Code Geass, non, pour moi, n'est pas une grande série, même pas pour moi, ce n'est pas une grande série, arrêtez avec ça, c'est un bon animé, mais ce n'est pas une grande série qui va traverser les âges, arrêtez avec ça, voilà. On passe au suivant, alors là, j'ai fini de parler des deux animes, on va parler de manga Psychometreur Eiji. Alors le manga que j'ai commencé il y a plus de 6 mois maintenant, en 25 tomes, donc le manga de Yuma Ando et de Masashi Asaki au dessin. Yuma Ando, c'est le scénariste, il a taffé pas mal sur des Kinaishi, sur des mangas, donc d'autres mangas d'enquête. C'est un manga qui date... Qui tape totalement dans l'ambiance et était écrit de toute façon et dessiné dans les années 90, donc vous verrez des similarités avec des Yu Hakusho, avec des GTO, si ça vous parle. Et moi ça me parle totalement, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup adoré cette série. Donc déjà le genre de la série c'est du même genre que Kineshi ou Conan, mais fusionné et mélangé avec GTO, parce que le manga est assez particulier. Il y a des phases d'enquête où Eiji, notre héros, qui est un psychométreur, c'est des personnes qui ont une faculté surnaturelle, qui, au contact de certains objets, peuvent voir des images reliées à ces objets. Et donc ces personnes-là, on peut les utiliser en cours pour des enquêtes policières où on fait toucher justement un objet qui était sur les lieux du crime, et ce psychométreur en question pourra aider à résolver des énigmes ou bien donner des réponses ou aider aux enquêtes. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, les psychométreurs, ça existe dans la vraie vie, c'est violent, c'est surviolent. Moi aussi, ça m'a choqué. Bon, ça doit peut-être pas être aussi flagrant que ça l'est dans le manga, mais ça existe dans la vraie vie. Il y a des vrais psychométreurs, il y a des documentaires à la fin des tomes dans le manga, où il y a des longs articles qui te racontent pas mal de choses à ce niveau-là. T'apprends plein de choses dans le manga, notamment des théoriciens de psychologues au niveau des traqués mentaux, sur le fait de comment influencer une personne en allant jusqu'à la forcer au suicide, ou la faire devenir ton esclave mental. C'est violent, hein, le manga est super violent. Et donc du coup le speech de base, c'est on suit un lycéen, mais pas un lycéen au début du lycée, il est pratiquement dans sa dernière année, ou son troisième année, bref il a dans les 17-18 ans, donc déjà ça nous parle un peu plus à notre génération, et il a la faculté de psychométrie, et il va faire une rencontre avec une jeune détective très charmante qui s'appelle Shima, qui est assez cool, qui va être là pour le délire assez féministe, ou bien le côté macho
ça dépend du point de vue de la série. Et donc il va essayer de résoudre des enquêtes. Mais franchement, plus le manga avance et moins les enquêtes et le côté l'enquête dans Psychométrie Régie et le point principal de la série. Au début, la série n'est qu'un enchaînement d'enquêtes. Donc voilà, il y a eu un meurtre de lycéenne en jupe courte. Psychométrie Régie vient, Shima l'appelle, touche cet objet, tu vois quoi comme image? Ok, à partir de cette image, on va essayer de faire ci, aller par là, et on va tomber sur le méchant, et boum boum, on embarque, fin de la truc, tout le monde est content, à part ceux qui ont perdu la personne décédée, et on est parti. Puis de plus en plus, à partir de, je crois, du tome 5 ou par là, pour entrecouper les enquêtes et pour les rendre des enquêtes moins lourdes, on va mettre entre les chapitres, et surtout entre les enquêtes, donc des fois les enquêtes ça peut faire 2-3 chapitres à un tome, on va mettre entre ça des mini-histoires de slice of life, de tranches de vie. Et ça les mecs, c'est juste divin, c'est tout con, mais c'est du génie, parce que ça aère totalement le récit, ça permet énormément de développer énormément les personnages secondaires, parce que les mini-histoires, donc les Slice of Life sont dédiés aux personnages secondaires et rarement à Eiji. Et c'est là qu'on va avoir des perles comme Toru Egawa, Yusuke, le chapitre où on voit l'enfance de Yusuke avec sa rencontre avec Eiji. On va voir des flashbacks sur Shima. On va voir Shima qui va essayer de se caser parce que sa mère ou sa grand-mère veut qu'elle se marie, vu qu'elle commence à approcher de la trentaine. Enfin, et ça c'est du génie, parce que une fois qu'on retourne dans le format enquête, quand il y a danger, on a peur, on est concerné par les personnages, par leur sort, et on veut pas qu'il leur arrive quelque chose, vu que dans l'histoire d'avant, on a appris des trucs de fou sur eux, on a vécu pas mal de choses avec eux, et on a appris plein de trucs sur ces personnages-là, tout simplement. Et voilà, et bien sûr, ces mini-séries entre les enquêtes, et ben, ce qui est très très fort, mais c'est là que le récit du scénariste, enfin la part de scénario de Yumando est très très fort. Ce mec est un génie de narration. C'est que ces petits moments de Slice of Life vont explorer plusieurs genres. Des fois, on se rapproche de l'horreur, des fois de l'action à la Young GTO, donc on parlera, parce que un thème récurrent de la série est la délinquance. Et c'est un thème que je raffole dans le manga, donc Rookies, IGTO, Young GTO, toutes ces conneries là, Rakai Blues, vous aurez compris, et ben c'est totalement dans cette ambiance là, et donc on va avoir des thèmes abordés, la drogue, qui est un thème l'un de mes thèmes préférés dans le manga, très peu exploré, beaucoup trop peu exploré je trouve. Dans Ushijima lié, dans Eden It's a Death World lié, mais c'est trop rarement exploré à mon goût. Et ces mini-histoires et Psychométrie, grâce à ce format-là de narration, peut explorer un panel incroyable de sujets. Il passe même par la comédie, il y a beaucoup de comédie par contre, des fois c'est même un peu lourd, vu que c'est le principal thème des mini-histoires, mais il y a beaucoup de choses, des fois il y a même pas d'enquête du tout, enfin c'est violent, donc c'est vraiment très bien rythmé, très bien narré, les personnages sont bien écrits, et c'est juste une super série. À l'heure actuelle c'est dans mon top 10 de mes mangas préférés que j'ai vu toute ma vie. C'est une superbe histoire, les dessins en plus évoluent avec le manga, ce qui est une chose toujours agréable. J'adore moi quand un manga passe d'un point A à un point B, et je suis un peu moins fan, ça peut paraître bizarre, mais quand un manga passe d'un point A et reste à un point A, genre qui est nul du début à la fin, ou bien qui est Sama ou qui est incroyable du début à la fin, tu vois, c'est bien, hein, genre Vagabond c'est Sama du début à la fin, mais je préfère le dessin de Slam Dunk parce qu'il y a une réelle évolution et elle est drastique. C'est pour ça que je préfère le dessin de Slam Dunk à Vagabond, qui sont tous les deux faits par Takehiko Inoue d'ailleurs. Donc c'est une sensation très agréable. Le manga en plus était prépublié dans, je crois, c'était le Shonen Magazine.
Donc là où il y a des Fairy Tail maintenant. Non, ouais si, ouais, je crois qu'il y a Fairy Tail là-bas. Enfin bref, détrompe-moi si je me trompe. Et bien du coup, c'est assez noir, ça peut être tout aussi noir que tout aussi joyeux. Les thèmes à aborder sont moins stricts que les thèmes qu'on peut aborder dans le Shonen Jump par exemple. Dans le Shonen Jump, on va parler de drogue, mec. Je crois qu'il y a que Hiroko Araki qui l'a fait, ou Tetsuhara dans Kotonoken. Mais en plus c'était une autre époque, c'était pas les années 90. Donc ouais. Psycho Meteor Ichi, très très bonne série. Alors si vous voulez vous la procurer, ça va être... franchement, c'est l'un des mangas les plus facilement trouvables en occasion. Vous allez à Book-Off sur Paris, ou je sais pas si on a d'autres que vous pourrez les trouver. Pour les gens vraiment en chien d'argent, malheureusement pour vous, ou heureusement pour Kana, pour trouver des chapitres scannés, ça va être compliqué, mais après c'est à vous de vous débrouiller, et voilà. En tout cas la série est complètement craquée, il y a beaucoup de points forts. On va passer à la série suivante. Ah oui, Jojo, Jojo, l'affreux Jojo, complètement craqué. Alors là on va pas parler de Cyberland en entier, on va parler juste du tome 14, donc je vais pas trop spoiler non plus pour ceux qui ne sont pas à cette partie là. Mais sachez juste que Jojo, enfin Steel Ball Run surtout, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de très grand. Là c'est le passage avec Wake Up Hippo, donc ça va pas spoiler ceux qui ne captent pas. Et ça va permettre de comprendre à ceux qui regardent la série. Donc là, le tome 14 c'est le moment avec Wake Up Hippo, où il y a eu un tome de combat intense, où on reprend même pas son souffle, où la compréhension, faut avoir un Masters Bac plus 7 pour comprendre, hein, sinon c'est pas du Jojo, et c'est assez jouissif pour tous les mazos qu'on est, mais en tout cas c'est toujours aussi bien fait. Quelques petits problèmes avec certaines pages au niveau du dessin, où c'est trop blindé, on comprend pas trop ce qu'il y a dedans. C'est un peu les défauts de trop détailler ces dessins. J'ai ce problème aussi des fois là avec One Piece, pour prendre le manga le plus connu au monde. Et donc ouais, Steel Ball Run, que dire de plus à part que c'est la folie, que les tomes sont toujours disponibles, donc il est jamais trop tard pour acheter, que le tome 15 est juste devant ma gueule et que je l'ai pas encore lu d'ailleurs. Mais la fin de mon moment préféré du tome 14, c'est le dernier chapitre, donc le chapitre de la fin de la course, qui opposait, enfin pas de la fin de la course, mais de la fin de l'épreuve plus. Donc qui opposait Poco Loco, surtout Poco Loco à Johnny et Ezepeli Jairo. Et c'était un moment déjà de corrélation entre Johnny et Jairo incroyable, et de confiance en eux très 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 accrue, et surtout Poco Loco quoi, qui est un personnage toujours cool à voir à l'œuvre. Donc voilà, Steel Ball Run, très 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 gros tome, toujours aussi bien foutu de toute façon, hein, c'est Jojo. On passe aux comics. Ah oui, bon, on prend pas de pause, hein, c'est Sama. Donc là, ça vous dire peut-être rien sur l'image, à moins que vous ayez une culture de la BD américaine, ce qui n'est pas rare de nos jours, grâce au film. Et pour ceux qui ont reconnu, vous aurez reconnu le légendaire comics édité chez Vertigo aux États-Unis et Urban Comics en France, qui est Preacher. Donc Preacher, pourquoi je vous parle de Preacher ? Parce que j'ai lu ça récemment, hein, tout simplement. Déjà, c'est pour lier ça à comment ça s'appelle ? À la rubrique Kamehameha, pardon. Je suis un peu perdu. Mais c'est surtout... j'ai commencé à lire le comics surtout parce qu'en fait, j'ai appris qu'il allait avoir une série télé adaptée de ce comics, donc qui sera joué par
Dominique je sais plus qui, c'est le mec qui fait le père de Tony Stark dans les films Marvel. Donc vous le verrez dans le film Captain America, le père de Tony Stark, et ben c'est lui qui jouera le personnage de Jesse Carter. Alors Preacher, de quoi ça parle? Enfin, pour faire simple, parce que c'est tellement what the fuck le truc. En gros, Preacher, on va suivre un prêtre qui n'a plus la foi en Dieu, qui va se faire posséder par un ange qui est le fruit d'une relation sexuelle entre un démon et un ange. Suite à cette possession, il va détruire tout son couvent, donc qui est situé dans une ville au Texas. Il va éliminer, donc tuer comme une bombe nucléaire plus de 200 personnes, se réveiller sur les débris, va voir son ex-femme venir le chercher alors qu'il s'était pas vu depuis plusieurs années. Cette ex-femme est accompagnée d'un vampire qui est fan de rock et qui est irlandais. Et ils vont partir tous les trois à la recherche de Dieu pour lui dire pourquoi il a abandonné le paradis et la terre. Voilà, voilà le pitch de Preacher. C'est le blasphème. C'est le blasphème. C'est le blasphème Sama. Donc du coup voilà, hein. Lisez ce comics parce que c'est surtout drôle, c'est beaucoup d'humour noir. Les dialogues sont super bien faits. Le mec qui a fait ça, c'est Garcenis. Donc Garcenis, pour ceux qui ont conscience d'une culture de la BD américaine, c'est notamment le mec qui est connu surtout aujourd'hui, enfin surtout pour Preacher, mais aussi pour avoir pas mal taffé sur Punisher, qui est l'un des héros les plus populaires, enfin des anti-héros les plus populaires de l'univers Marvel. Et donc voilà, le mec c'est un monsieur quoi, mais sur le niveau du comics, c'est vraiment très bon. Les personnages sont atypiques, c'est très drôle, c'est très adulte, c'est pas à mettre dans n'importe quelle main. Mais j'ai adoré, j'en suis actuellement à la moitié de la série, il y a 7 tomes. 7 gros tomes, c'est surtout parce qu'il y a énormément de dialogues, c'est assez dense. Ça exporte pas mal de sujets, hein, voilà. Donc là, vu que c'est Vertigo, donc c'est l'équivalent d'un seinen si on veut parler en manga. Donc ouais, c'est trash, il y a du cul, il y a de la cocaïne, il y a du cartel, et ça parle de cartel. Il y a des anges hein, aussi, donc ça mêle un peu tout ce qui est délire, ça mélange un peu tous les thèmes de l'urbanisme, drogue, zone B, délinquance, banlieue, etc. Tout ça dans le format d'un road trip. Et avec du fantastique, donc avec le côté mystique, les anges, des traqueurs de Dieu, les chasseurs de démons, des mecs fous dans leur tête. Enfin voilà, Preacher c'est craqué, c'est garanti. Il y a pas à dire qu'il faut lire ça. Le tome 1 est sorti il y a pas longtemps chez Urban, 28€, mais il y a plus de 320 pages avec des couvertures bonus. Enfin bref, c'est un gros pavé le truc. Ça vaut le coup, c'est bien fait. Et comme principale motivation, dites-vous qu'il y a la série télé qui arrive bientôt. Sur AMC en plus, donc c'est la chaîne qui a fait Walking Dead, qui est, bon, on va dire, une bonne série. Ah, c'est pas trop mal, c'est bien Walking Dead, hein. On se fait beaucoup chier, enfin les gens sont beaucoup chier. Moi personnellement je me fais jamais chier devant Walking Dead, hein. Je suis pas un mec difficile, mais voilà, donc ouais, faut regarder Preacher, hein. C'est du bon comics. En plus ça va quoi, c'est... Si vu que c'est une chaîne manga, je suis obligé de retranscrire, mais si en manga vous avez l'habitude de lire des mangas du genre dans le genre d'un... on va dire c'est quoi, c'est difficile quand même à ressentir, en fait c'est tellement américain, genre ça sointe l'américain, tu sais que c'est impossible à retranscrire en manga, mais voilà.
Je peux pas dire autre chose que c'est du seinen et c'est vraiment quelque chose de très bon. Si vous voulez prendre du bon temps, pas mal rire aussi. Et vous voulez des trucs de mecs qui ont des couilles, tu vois. Genre t'as des couilles, t'es un gros, toi t'es un gros, bah tu regardes Preacher. Tu lis Preacher. Et tu regardes bientôt dans quelques mois quand il y aura la série aussi. Et en plus vous pourrez faire les fous, genre ouais moi je lis le comics, tu reconnais depuis que la série est là, mec, la honte. Enfin bref, c'était lourdeau. C'était un peu lourdeau ça, bon. On passe à mon comics préféré de tous les temps, mon gars. Il a dépassé Amère Victoire et un long Halloween de Batman. Enfin de Batman, surtout de Tim Sale et de Jeff Lobb. Alias Investigation de Brian Michael Bendis. Donc ça déjà tu vas me taper ça sur Google et tu vas soit me commander ça parce qu'il est encore en omnibus disponible, il coûte 66 boules, l'intégrale, les 5 tomes, en intégrale s'il te plaît, ou bien tu me télécharges ça, Tour T411, tu fais ce que tu veux mec, juste que tu lises ce chef-d'œuvre de la bande dessinée tout court. Ce chef-d'œuvre de la bande dessinée est un must-read, il doit être lu. Tous ceux qui passent sur cette vidéo, même si toi t'as zappé genre à 7 minutes sans faire exprès là, mec, lis Alias. Donc Alias, ça parle de quoi? On suit une ancienne super-héroïne qui était liée aux Avengers, vu que ça se passe dans l'univers Marvel, qui s'est passé un truc pas très bien dans sa vie et qui a décidé de ranger les collants et de devenir détective privé qui enquête sur des phénomènes paranormaux, on va dire. Donc ça va souvent lié à des mutants, donc les phénomènes de racisme envers des mutants dans une petite ville des États-Unis, ou bien des histoires de disparition qu'ils doivent retrouver, ou bien des histoires d'adultère où le Captain America est lié. Donc c'est très intéressant, c'est super bien écrit. Bendis est d'un génie, le mec. Les dialogues sont craqués, super réalistes. Une femme non caricaturée en personnage principal, Dieu que ça fait du bien. Dieu que ça fait du bien. Le personnage de Jessica Jones est superbe et sublime. Je l'aime ce personnage. Je l'aime, je l'ai devant moi, je l'embrasse. C'est trop bien, Alias. C'est juste trop bien. Et ça parle encore une fois plein de thèmes, vous connaissez la chanson depuis Psychometer IG, plein de thèmes différents à aborder, une vision nouvelle du monde des super-héros, ça c'est violent. Si vous aimez bien les super-héros et Marvel tout simplement, et que vous êtes adulte dans votre tête, ou vous n'êtes pas adulte mais que vous voulez découvrir de nouvelles choses, Alias est un must read, je suis désolé. Et en plus, bonus, parce que je présente pas les comics pour rien, et que c'est ma façon de lire les comics en fait, il va y avoir aussi une série Jessica Jones produite par Netflix qui arrive en fin d'année 2015. C'est pas génial ça? Donc encore une fois, vous lisez le comics mais déjà pour vous, et parce que c'est bien, et aussi parce qu'il y a une série qui arrive, comme ça vous êtes bien, la série arrive, vous êtes déjà au courant des trucs, vous connaissez l'univers, vous allez encore plus apprécier ce qu'il y a dans la série, et ne pas passer à côté de la série comme beaucoup sont passés à côté de Daredevil parce que ils ont rien compris, ou ils n'avaient pas capté tous les easter eggs, et voici voilou. Parce que même si on veut dire ce qu'on veut, les séries de comics sont quand même destinées aux mecs qui lisent des comics, même s'ils essayent de simplifier tout ça. Et c'est toujours plus sympa de regarder des séries de comics quand nous-mêmes on lit des comics en fait. Donc quoi qu'il arrive, c'est bien. Donc Alias, tapez Alias. C'est dans le groupe Marvel Max, Alias Marvel Max. Si vous tapez Alias et que vous tombez sur la série télé, tapez Alias Marvel Max et vous devez trouver ça facilement. C'est super, c'est superbement illustré. Il y a des techniques de mise en page. On n'a jamais vu ça, comme dirait Frionel. Enfin, franchement, c'est juste très propre, très bien fait et un indispensable pour moi. Clairement mon comics préféré de tous les temps. Voilà. On passe aux séries télé avec Peaky Blinders. Tellement misé sur cette série. Donc ouais, Peaky Blinders, série de BBC. Donc c'est anglais
comme j'aime le dire, c'est une série anglaise, donc c'est une série de qualité. Avec comme personnage principal... oula, comment il s'appelle déjà Thomas Murphy. Voilà. Et Thomas Murphy, enfin, bref. Voilà, qui sont des gypsies à Birmingham dans le début du XXe siècle, donc juste après la guerre. C'est un mec qui sort de la guerre et qui avait déjà une famille qui faisait du business, et en revenant de la guerre il continue son business, mais après avoir connu la guerre il veut étendre son empire et devenir le boss de l'Angleterre parmi les mecs qui gèrent toutes les transactions illégales d'argent et qui passe par les paris sur les courses de chevaux. Voilà, c'est pas assez trop complexe. Donc c'est une bonne série de qualité, forcément, avec une très bonne photographie, une bonne réalisation, de très bons décors. Les acteurs sont craqués, hein. L'acteur principal que vous voyez là, c'est quand même un mec qui a joué dans Inception, dans Batman Begins, il jouait l'épouvantail dans Batman Begins, dans Inception il jouait le mec qui engage Leonardo DiCaprio là. Enfin, c'est vraiment le casting qui est surcraqué. Dans la série, il y a Tom Hardy, mec. Tom Hardy. Tout le monde connaît Tom Hardy à l'heure actuelle, vu que c'était le mec qui était à l'affiche de... C'est le nouveau Mad Max, voilà, Tom Hardy. C'est le mec qui jouait dans Bronson, un film craqué. Enfin, voilà, il est super connu, super bon. Et enfin, il y a plein d'autres personnes. Il y a Chips, pour ceux qui regardent ou qui regardaient plus. Ah, sniff, qui a regardé Sons of Anarchy. Il y a Chips dedans. De toute façon, il y a des histoires avec les Irlandais pour les transactions d'argent et tout. Donc il y a pas mal de sujets encore une fois, mais différents des autres. Donc là, ça va pas mal parler de politique, de mafia, de famille. Le thème de la famille est très récurrent, disons, avec un personnage féminin incroyable. Vous savez que j'adore les personnages féminins, quoi. Dans Pollyanna, si vous regardez la série, Pollyanna, c'est mon personnage préféré de la série. Elle est trop cool. C'est la tante de la famille en fait. Donc c'est le père. Donc il n'y a pas le père dans la famille, il a abandonné sa famille, mais c'est la sœur du père. Et donc elle sert de pierre centrale, de pierre angulaire à cette famille qui est plus que perturbée et perturbante. Mais c'est une série beaucoup de charisme, l'Angleterre du 19e siècle. La restructuration historique aussi est intéressante, vu que ça se passe à l'époque de la Première Guerre mondiale. Une époque bien trop peu représentée de nos jours. C'est souvent la Seconde Guerre mondiale maintenant, ou la guerre froide. Et ça fait du bien de retourner un peu à cette époque. Enfin, c'est du bien, pas vraiment, vu que c'était la guerre, mais... Enfin, c'était l'après-guerre, mais voilà. Donc Peaky Blinders, casting craqué, réalisation craqué, sujet vu mais intéressant et renouvelé vu que on est dans une période historique très peu utilisée. Enfin, vous avez toutes les raisons de voir, c'est court, il n'y a que 2 saisons de 6 épisodes chacune, donc ça fait 12 épisodes à rattraper avant la 3ème saison qui arrive en cours d'année. Voilà. Je pense que là vous tenez un bon filon si vous aimez ce genre de délire de mafieux blancs avec des Bill Kimber, des noms comme ça, des gros accents britanniques. Voilà, ça sointe et c'est cool. Et il y a des bons persos féminins en plus. Donc que demander de plus. Deuxième série présentée aujourd'hui, Penny Dreadful, et on est encore une fois en Grande-Bretagne. Et ça, ce n'est pas pour nous déplaire, hein. Par contre c'est une production américaine je crois, vu que c'est une série qui passe sur la chaîne câblée Showtime, qui est pour moi la chaîne câblée qui passe les meilleures séries télé de l'histoire, avec BBC, enfin avec Channel 4 en Angleterre, et HBO, encore une autre chaîne câblée des États-Unis. Netflix aussi qui commence à monter. Donc Penny Dreadful, pareil, ça parle de quoi? Bon, on est en Angleterre, cette fois-ci on n'est pas en 1915, enfin on n'est pas quelques années après la Première Guerre mondiale, mais on est à la fin du 19e siècle, donc on est dans les 1800 machin, là où ça parlait encore de Jack l'Éventreur, et c'est une série fantastique d'horreur. Donc vous voyez la magnifique Eva Green là, qui joue le rôle principal du personnage de la série, qui joue une meuf qui
qui a des pouvoirs extra-lucides, qui est en contact avec, le monde extérieur, plutôt devrais-je dire le monde derrière le miroir. Et donc, pour faire simple, on va suivre un gros aristocrate qui a vu... Oula, attends. On va suivre un gros aristocrate qui a vu sa fille se faire enlever par une force surnaturelle, donc qui est proche d'un vampire. Et il va justement faire équipe avec le personnage d'Eva Green, qui est craqué dans son rôle, hein, qui est craqué tout court. Elle a un charme, mon gars. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ouais. Et donc, va l'aider à retrouver sa fille, qui sa fille est elle-même son amie. Avec ça, ils vont demander l'aide d'un Américain qui est l'équivalent de Tom Sawyer. Et il y aura aussi le docteur Frankenstein dedans, avec des morts vivants, des possessions. Enfin, c'est craqué. Si vous aimez l'horreur, c'est actuellement la série avec la série d'horreur avec la meilleure qualité possible qu'on ait sur le marché. Il y a 2 saisons, la saison 2 est en cours, de 8 épisodes chacune. Je crois qu'il y a plus d'épisodes dans la saison 2, je pense. Mais voilà, enfin, je vous donne le nombre d'épisodes parce qu'en fait, moins une série a d'épisodes par saison, plus elle a de chances d'être de grande qualité. Voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez dans votre tête. Vous voyez une série avec 22 épisodes par saison, c'est que... Enfin, de nos jours, hein, parce que à l'époque de X-Files ou de Soprano, 22 épisodes, c'était craqué, Oz, pareil. Voilà. Donc, Penny Dreadful, pareil, la réalisation est incroyable, et ce qui est le plus incroyable dans cette série, c'est vraiment sa musique. La bande-son de Penny Dreadful, et là, c'est même pas pour faire le hipster ou le mec qui regarde les détails, quoi. La musique, c'est quelque chose que je calcule jamais, je m'en branle dans les films, hein, pas dans la vraie vie, dans les films ou dans les séries ou dans les mangas, hein, dans les animés, genre quand on me dit ouais l'OST de Tokyo Ghoul il est trop bien, je m'en branle, c'est pas quelque chose que je remarque. Et ça veut dire que vraiment quand je remarque que la musique de cette série, de ce film ou de ce temps est ouf, c'est qu'elle est vraiment malade, parce que la musique, quand je regarde une série, j'entends que les dialogues, la musique je l'entends jamais. Donc si je notifie la musique, c'est que s'il y a quelque chose qui va pas. Et là, la musique de Penny Dreadful est juste incroyablement ouf, elle est trop bien, de qualité, et je la réécoute régulièrement, notamment avec la bande son de The Leftover, qui est une série HBO, The Leftover, qui va arriver la saison 2 bientôt, et qui est pour moi aussi pareil, les deux bandes son les plus craquées, les 2 séries avec les bandes son les plus craquées que j'ai entendues depuis des années, si ce n'est de tous les temps. Donc voilà, Penny Dreadful, si vous aimez le mystère, l'horreur, le charme, les possessions, voire des possessions à la Exorcist sur le petit écran, c'est trop craqué. En fait, c'est un peu les Gentlemen extraordinaires, là, le film avec Sean Connery, mais en version horreur, sur le petit écran et en pas pourri. Voilà, même si j'ai aimé les Gentlemen extraordinaires, hein, donc je dirais que c'est ça. Ça reprend en fait les gros personnages de la littérature anglophone, et ils les retranscrivent, les remixent, et ils en font quelque chose dans un monde fantastique, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a Frankenstein tout dans la série. Donc Penny Dreadful, c'est un must-see aussi, hein. C'est ma série préférée, des années 2010, je pense, avec True Detective. Forcément, hein, c'est un imbloquable, enfin la saison 1 de True Detective qui est complètement craquée. Et voilà. Donc Penny Dreadful, allez regarder ça, c'est trop bien. C'est juste trop bien. On approche de la fin de l'émission, hein, on y est pas loin. Et on va parler maintenant d'albums de musique. On va parler de rap game. Mon gars. Et là, vous voyez le feu, parce que c'est Nekfeu. Et l'album de Nekfeu a fait beaucoup de bruit, a fait énormément de votes. Il a battu des records de vente, hein. Plus de 19 000, il a vendu plus de 9 000 CD en digital en première semaine, donc en tout il a fait plus de 30 000 je crois, c'est un record dans l'industrie du disque en France, enfin du rap, plus parce qu'on va pas comparer ça avec du Stromae, et voilà, même si c'est du rap avant Stromae. Donc feu de Nekfeu, que dire au final, ben...
sur l'ensemble, je peux pas dire que j'étais déçu vu que j'attendais pas non plus un truc de fou, mais je trouve Nekfeu plus fort qu'avant. Il a su se varier, faire évoluer son délire, son univers musical, et surtout il a sorti de très gros sons comme Tempête. Tempête, c'est un son craqué. Jerry, c'est un très bon son, polyvalent. Et mon son préféré de l'album, c'est le son avec Alpha One, forcément, vu qu'Alpha One est complètement craqué. Voilà, donc je connais plus, j'ai plus la tracklist en tête, mais dans la globalité, Nekfeu, c'est pas mal. C'est pas non plus le grand album de rap qu'on n'a pas eu depuis des années, mais c'est bien. Et de toute façon, je pense que beaucoup de gens l'ont écouté, donc voilà. Mais sinon, si je devais retenir 3 sons dans l'album, ouais, c'est généralement les sons qu'il a clippés et le son d'Alpha One avec Alpha One plutôt. Sinon, il y a quand même des fois certains sons dans l'album où je trouve qu'il pompait un peu trop le flow de Drake. Donc c'était peut-être un peu trop pour moi, vu que j'écoute aussi pas mal de rap US, donc je pense que tout le monde écoute Drake de toute façon, c'est pas une exception. Mais ouais, donc Feu dans la globalité, beaucoup de polyvalence, donc il a fait évoluer son univers, Nekfeu, le CD est de qualité, hein, clairement, à pas se mentir. Quand on regarde ce qui se fait à côté, c'est pas glorieux, à part l'orga mixtape d'Al Capote, Memento Mori de Butter Bullets, qui sont très gros projets. Il y a le CD de Grems, que j'ai toujours pas écouté d'ailleurs, mais de Grems et de son acolyte là, qui je pense doit être bon, hein, vu que Grems c'est quelqu'un que j'écoute les yeux fermés. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas non plus masse de super CD. Il y a le CD de PNL aussi, le CD de PNL que la famille, qui est bon. Mais voilà. Donc deuxième album rap, c'est l'EP. L'EP, donc l'EP pour... je sais pas c'est quoi l'acronyme d'ailleurs, mais... Ouais. Voilà, l'EP, donc le disque court de Rufio, donc 0h92, qui est une nouvelle découverte. C'est un rookie dans l'industrie de la musique rhythm and poetry. Et dans Rufio, vous connaissez sûrement pas, donc ça s'écrit R-U-F Y-O ou I-O à la fin. Et de toute façon, faut taper 0h92. Donc minuit 92. Vous avez écrit à minuit 92 avec un H entre le minuit et le 92. Et vous trouvez l'EP de Rufio, qui apporte de la fraîcheur dans le rap français, je trouve. C'est vraiment quelqu'un qui a su innover. Il a apporté son univers, son délire. Ses clips sont super bons. Vous tapez Rufio Funambule sur YouTube ou Rufio Bengareng. Et vous verrez qu'il a un vrai univers propre. Moi, ça peut me rappeler The Weeknd à ses débuts. Au niveau de l'image, au niveau de la musique, ça n'a rien à voir. Même s'il y a quelques influences. Mais voilà, Rufio, très très chaud. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau de la qualité. C'est très craqué. Et pour moi, c'est le mec qui produit les meilleurs trucs. Enfin, c'est le mec qui a produit les sons que j'écoute le plus aujourd'hui, avec Jordi et les mecs du 667. Bon, ça c'est plus particulier. Et Al Capote aussi. Mais c'est beaucoup plus particulier que Nekfeu qui est un peu plus au public. Mais ouais, donc Rufio, c'est à écouter, je pense qu'il va exploser dans pas longtemps et que beaucoup de gens vont le découvrir. On parle pas mal de lui en ce moment, donc je vous conseille d'écouter Rufio. Je répète encore une fois, le nom de l'EP c'est 0h92 et l'artiste c'est Rufio. Donc c'était tout pour cette fois. J'avais placé 2 films, mais ça va faire un peu trop long. Et puis de toute façon, les films que je voulais parler, c'était pas très intéressant. C'était Le Hobbit et Birdman. Le Hobbit, je vais faire simple, j'ai trouvé. Voilà. Le Hobbit, je l'ai trouvé tout pourrave. Alors, il est pourri, j'ai même pas pu finir le film. Smug, c'est une fraude. Taurin, il m'a cassé les burnes. Enfin, le film est long pour rien. Voilà.
Et Birdman, Edward Norton dedans est complètement craqué. Le plan séquence à Broadway, c'est quoi, il est tout nu à Broadway, c'est époustouflant. Sinon, sinon rien, hein. Franchement le film mérite son Oscar, il mérite son Oscar, je trouve qu'il innove, il a apporté quelque chose de nouveau. C'est-à-dire de plan séquence raccroché pour donner un long plan séquence unique. C'est une bonne idée et que c'est bien fait et qu'en plus le réalisateur il était mexicain, donc issu des minorités, c'est fort, voilà, plein de bonnes choses. Emma Stone aussi est charmante dedans, elle joue bien. Voilà, donc je retiens surtout Edward Norton qui est complètement craqué et survolté dans ce film. Et la fin pleine de philosophie, donc qui est un peu branlette intellectuelle, mais qui est là. Donc voilà, Birdman à voir, un film à voir je pense, parce que c'est un film qui a reçu l'Oscar, et même si vous n'êtes pas très cinéma ou cinéphile, hein, moi je suis pas cinéphile, hein, je suis juste quelqu'un de curieux qui essaie de voir la culture, et ben essayez de regarder au moins le film oscarisé de l'année, tu vois. Moi c'était Birdman, donc je l'ai vu, je dois me mater aussi White Splash et The Grand Budapest Hotel de l'année dernière que j'ai loupé. Il y a les films de Jake Gyllenhaal aussi qui sont ennemis. Il y a Enemy et il y a le film là où il joue un journaliste un peu timbré dans sa tête qui rêve de succès. Enfin bref. Donc voilà, c'est la fin de cette rubrique Kamehameha qui était bien longue comme on veut. Et le message après ça, c'est culturez-vous l'esprit, regardez plein de choses, sortez du manga, et j'espère que vous aurez fait découvrir des choses. Ou dites-moi dans les commentaires ce qui, à la fin de cette vidéo, vous donne envie de mater. Vous allez regarder quoi? Du comics, Preacher, vous allez regarder la série Penny Dreadful, peut-être le film Birdman, ou le Hobbit, hein, ça se trouve peut-être en crachant dessus, je vous donne envie de le voir. Psychometer AJ, est-ce que je vous ai donné envie de vous intéresser à Psychometer AJ? Ça me ferait plaisir. Enfin, dites-moi dans les commentaires s'il y a un truc qui vous a intéressé, beauté, si le format vous plaît et si je devrais recommencer à faire ça. Moi je vous dis à la prochaine sur le compte Otaku, on n'est pas mort, Jana, et merci à tous.